Je suis née en 1925. J'habitais un petit pays qui s'appelle Saint-Julien-de-Jonzy, qui est à une quinzaine, même pas une quinzaine de kilomètres d'ici, en pleine campagne. Alors, je suis née en 1932, donc en 1939, j'avais 7 ans au début de la guerre. J'ai donc vécu toute la guerre depuis le début jusqu'à la libération, bien sûr. Dans un petit village au-dessus de Charlieu, là, 7 km, Mézizy. Donc c'était un tout petit village de 340 habitants, je crois, à peu près à l'époque. Témoignage d'Anthony Brocard, voilà. C'est merveilleux, ça. Je suis né le 4 avril 1921. Et vous habitiez à Melay? Et je suis né à Melay, oui, en Saône-et-Loire. On est du 28 février 1930. On était à l'école jusqu'à 14 ans, puis après au boulot. J'étais apprenti de musée chez moi. J'ai été à l'usine, une usine tissage, quoi. J'ai le manœuvre, je fais un peu tout, quoi. À 15 ans, il faisait froid dans l'usine l'hiver, comme maintenant. L'été, on avait trop chaud. Ben, je ne vous dis pas, mais par moments, c'était un peu dur quand on est gamin, là, en disant vrai mot, quoi. Mais c'était comme ça à l'époque, quoi. Qu'est-ce que la guerre a changé pour vous? C'est difficile à dire. Étant gosse, à Mézizy, on ne s'en rendait pas tellement compte. Il y avait deux zones, la zone occupée par les Allemands et puis la zone en dessous, c'était la zone nono, la zone non occupée. Et nous, les Allemands, on les a vus une fois quand ils ont envahi tout, puis ils sont partis, on les a plus revus. Donc la guerre a changé en fait que maman était seule et que mon père était prisonnier. Alors évidemment, sans papa, c'est plus difficile. Mais on parlait peu de la guerre, surtout à des gamins, on leur en disait pas grand-chose. Par contre, on savait bien qu'il y avait des prisonniers, tout ça, et nous, alors on jouait, puis on voyait passer des avions qui allaient bombarder, essayer de bombarder l'Arsenal sur Roanne. Donc ces espèces d'avions noirs qui passaient bas, des fois ça faisait peur. Et alors nous, on jouait à ça, on jouait à la guerre. Alors les femmes attendaient les maris prisonniers, puis d'autres faisaient les avions qui venaient bombarder. Voilà, ça, c'était pour nous, c'était finalement un jeu parce qu'on n'en a pas trop souffert. Comment était l'ambiance à Mars pendant la guerre et notamment quand la France a été entièrement occupée? Je ne sais pas bien comment vous dire. Il y avait ceux qui étaient pro-allemands, il y avait ceux qui étaient pro-résistants, puis il y avait ceux qui étaient ni l'un ni l'autre. Vous en parliez de la guerre chez vous? Oh, bah, bien sûr. On recevait le journal, le Nouvelliste, et on était mal renseignés parce que les journalistes étaient tenus à pas dire n'importe quoi. On parlait, ma sœur était petite encore plus que moi puisqu'on a 5 ans d'écart. Donc c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et on parlait peu de la guerre finalement. La radio, on l'écoutait comme on pouvait parce que c'était pas très net. Il fallait prendre Radio Londres, mais on pouvait pas. On n'avait pas un poste. Je pense pas qu'elle écoutait la radio. Elle savait qu'il y avait des messages, bien sûr, mais on ne veut pas pouvoir prendre tout ça. C'était pas suffisamment important comme poste. Ça nasillait le plus souvent. C'était pas bien valable. Et je pense pas qu'elle ait écouté tous les messages qui se passaient avec la BBC. Là. Maman, non, elle ne nous parlait pas. Elle nous parlait de notre papa, bien sûr, et on écrivait un petit peu. Ils avaient le droit d'écrire sur des petites lettres qui étaient censurées et qui étaient envoyées à leur épouse. Mais c'était des papiers préparés et ils ne mettaient pas ce qu'ils voulaient parce que la censure passait et effaçait. Ils n'avaient pas le droit de dire où ils étaient exactement. Maman envoyait ses lettres à un point qui les redistribuait après. Ils n'avaient pas le droit de dire où ils étaient. Non, on ne parlait pas trop. Hein. Ben, il ne fallait pas non plus parler. D'abord, moi j'ai perdu ma maman très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai perdu ma maman. Donc je suis restée avec mon père. J'étais l'aînée de 6 enfants. Comment je vous dirais, avec mes frères et sœurs, si on avait dit, ben, il y a un tel qui se cache, ou quelque chose, ils auraient pu répéter une parole, vous savez, il suffisait d'une parole.
Non, non, on parlait pas trop. Hein. On se rappelle quand les Allemands sont arrivés là, au poste d'essence là. Bon, on ne se faisait pas voir, on avait trop peur. Ça, je me rappelle même. Ils ont fait leur plein d'essence de leur camion, puis après ils sont repartis. Bon, on était plus tranquilles. Oui. Oui, bah, ils sont venus là, Ouais. les camions, puis après, je crois qu'ils ont rentré là à côté. Et enfin, ils n'ont pas fait de dégâts. Quoi. Ils se sont fait servir, et puis après, ils n'ont pas payé, bien sûr. Mais... Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment était la vie à Melay pendant la guerre? La vie à Melay était... Et on n'a pas eu d'ennui, pas trop d'ennui à Melay. Il y a eu l'avion qui a atterri, ils sont venus le dimanche, les Allemands, ils sont venus 2-3 camions. Ils ont dit de réquisitionner tout le monde pour le lendemain de 18 à 65 ans. On est allé avec des pelles, où l'avion avait atterri, dans l'île de Bagnols, on a appelé l'île de Bagnols, c'est près. Le coiffeur, le boucher, tout le monde y était, toute la commune. Alors il y avait un tracteur qui avait une grosse charrue. Il faisait tracer tous les 50 mètres, comme dans ce sens, et tous les quadrillés autrement. Il fallait que, avec les pelles, on creuse 50 cm à 50 cm, mais on n'y a jamais fait. Ils ne nous ont pas embêtés là. Hein. Ils venaient nous voir le soir, et puis c'est tout. Vous alliez vous cacher? Ah ben on creusait un peu, puis on se cachait, on ne travaillait pas, quoi. Pendant la guerre, au début, il n'y avait pas de tickets en 39-40. Je ne sais plus en quelle année ils sont arrivés, mais c'est après 40 les tickets. Au début, on vivait, il y avait encore du ravitaillement. C'est après, quand les Allemands ont occupé, qu'ils ont tout raflé, ils ont tout ramassé, ils envoyaient en Allemagne. Et là, c'est vrai qu'on a commencé à voir donc les cartes d'alimentation. Et ces cartes, elles étaient, comment dire, il y avait plusieurs feuilles, et ils étaient par 100 grammes, pour là 100 grammes de viande, 100 grammes de viande, 100 grammes de pain, là, 100 grammes de matière grasse, etc. Même pour les tissus, les habits, il fallait une demande, et on avait un bon pour les habits ou les chaussures. Les chaussures étaient des galoches en bois souvent, on avait bien chaud dedans d'ailleurs, mais enfin elles n'étaient pas très souples. Et là, à la campagne, on n'a pas souffert de la faim, parce que il y avait beaucoup de fermes. D'abord, la moitié de la population avait une ferme, et chacun, presque tout le monde, avait un petit lopin de terre où on faisait pousser les légumes, tout ça, on élevait donc les lapins, certains des poules, mais enfin, on n'a pas connu la faim. Voilà, les cartes d'alimentation en matière grasse, café, comme je l'ai énuméré déjà, tous les mois, il fallait aller les chercher à la mairie. C'est ce que les autres ils étaient perdus, ou ils les récupéraient. Moi, je pense qu'ils les récupéraient, puisque moi j'en ai eu pas mal là, que j'ai récupéré. Mais il y avait aussi du vol sur les cartes. Avec une carte, on pouvait obtenir à boire, à manger, tout ce qu'on voudra, ce que je vous ai dit. Mais bon, le vol c'était fait par les forces françaises de l'intérieur, qui venaient mitrailler entre la mairie. Pour récupérer tout le paquet de cartes qui étaient destinés aux gens du village, puis à partir avec les cartes, ils pouvaient trafiquer, bon. Parce que tu te rappelles, on avait chacun notre boîte. Ah ben ça, oui. Alors tu avais ton sucre, bon, débrouille-toi avec, si tu bouffais tout aujourd'hui, l'important, t'en avais pas mieux. Elle faisait les parts, ma mère. Oh, il y avait de l'enduit, c'était un boucher, il en a fait du marché noir. Oh, il en a trafiqué. Il te des cochons en douce comme ça. Mon père avait une remorque, là. Il venait chercher la remorque pour mettre le cochon qui était tué. Il a ramené la remorque pleine de sang. Mon père l'engueulait, il dit, mais tu te rends compte, hein? Si on boit avec ça, on va nous demander d'où ça vient. Bon, il était vraiment foutiste. Nous, on avait surtout les légumes, comme on était en campagne, hein, les légumes. Le laitage un peu. Hein. La viande, on mangeait guère. Si on faisait un peu de volaille,
on pouvait, mais on mangeait très peu de viande. Hein. Votre fille, elle me parlait des topinambours et des rutabagas. Ah ouais. La topinambour, non. Je n'ai pas mangé. Puis j'ai peur parce qu'on ramassait les topinambours dans le froid. Ouais. C'était le légume d'hiver là, qu'on donnait aux bêtes. Hein. Le rutabaga, oui, oh là. On voit maintenant, à nouveau, ça revient sur les marchés, les anciens légumes. Maintenant, j'achèterai pas le rutabaga. Non, non. Et le pain, on avait droit, mais mon père avait un morceau de terrain et il faisait un peu de blé. Mais ça ne suffisait pas pour nous nourrir. Mais le pain qu'on achetait, vous pouviez faire une boule comme ça, et la lancer, il aurait tenu. Hein. Ah, oui, tenu contre un mur. Ah oui. Ah oui. Ouais. 42. Je suis allé à l'école à Charlieu, à Notre-Dame. On mangeait comme des cochons, du pain noir et des choux raves tous les jours à midi, que j'aimais pas du tout. Donc, à la fin de l'année scolaire, j'avais 14 ans. Mon père m'a demandé si je voulais retourner à l'école. J'ai dit sûrement pas, à cause de cette mauvaise nourriture. Moi, je faisais partie des J3, parce que j'étais adolescente, donc j'avais droit à un petit peu plus d'alimentation, quoi. Mais il y avait, tout était à la carte. On avait droit à une paire de chaussures par an, une paire de pneus pour ton vélo. Tout était comme ça. On a vécu vraiment une période de restriction. Et encore moi, comme on est en campagne, on arrivait quand même à se débrouiller un peu, hein, parce que, bon, le peu qu'on faisait dans la culture, mais les gens des villes ont été très, très malheureux. Très malheureux. Et pour s'habiller, c'était pareil, les vêtements, mais il n'y avait rien. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de confection comme on en a maintenant. Fallait trouver du tissu pour essayer. On trouvait pas, on avait un mal fou. On a subi les restrictions encore longtemps. Hein. C'est pas revenu comme ça d'un jour à l'autre. Je me suis mariée en 1948 et on avait les bons de jeune ménage encore. Et alors on trouvait mal. Hein. Je me souviens des cuillères. Hein, comme ça sortait. Hein. Hein. On ne trouvait pas, on trouvait très mal. Et il y avait à ce moment-là ce qu'on appelait les réquisitions. Et à Ressin, on ne mangeait pas mieux, peut-être même moins bien que dans certains lycées. Parce que la réquisition, c'était des personnes désignées dans chaque village qui étaient chargées de dire, ben voilà, chez un tel, vous pouvez prendre ça, des cochons, de ci, de là. Ils réquisitionnaient. Ils ne te demandaient pas ton avis. Ou à cheval, ou deux chevaux, etc. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on n'était pas trop bien nourris. Et je me rappelle des poireaux. Vous ne me ferez pas manger des poireaux maintenant. Des poireaux. Je sais que maman, elle avait pas mal traficoté. Elle était secrétaire mairie en remplacement de mon papa qui était prisonnier. Donc elle traficotait pas mal les cartes d'alimentation. Elle en avait fait en plus. Elle en avait envoyé à ma tante qui était à Firminy. Parce qu'à Firminy, ben, elle se mettait bien la ceinture. Hein, il n'y avait rien. Donc elle a commencé sa résistance en traficotant ses cartes d'alimentation. Et il y avait les enfants J1, J2, J3... les travailleurs de force, et puis les vieillards, et puis femmes, hommes, c'était pas les mêmes quantités qu'on avait, quoi. Et les J2, j'étais J2, on n'avait pas grand-chose. Parce que les enfants, ils avaient encore des bonbons, si bonbons il y avait, enfin des espèces de petites barres de chocolat, c'était de la crème, et puis une mince pellicule de chocolat dessus. Enfin, ils avaient ça, tandis que les J2, on n'avait pas encore autant de viande et pain que les J3, et on avait plus qu'avec les Petios.
Alors on était les mal lotis de l'affaire, quoi. Par contre, on avait du pain qui n'était pas tellement bon. Parce que le boulanger, il avait la farine qu'on lui donnait, il y avait du maïs pas mal, il y avait tout, des morceaux de toile de jute, des morceaux de paille, tout ce qu'on trouvait dans le pain, c'était pas bien ragoûtant. Même quelquefois des crottes de souris, mais enfin bon, on mangeait le pain qu'on nous donnait. Alors quand il y avait une ferme qui faisait son pain, parce elle cultivait le blé, tout ça, donc elle avait le droit de faire son pain, c'était des grandes tourtes comme ça, et il y avait des couteaux à 2 manches, des espèces de couperets, on mettait le pain comme ça et on coupait une grande tranche. Alors quand on avait une grande tranche de pain blanc avec du beurre dessus, là, c'était le régal. C'est vrai que après, au début, bon, les fermiers vendaient un petit peu à n'importe qui, mais enfin à tout le pays. Mais après, les Lyonnais sont venus dans les week-ends, ils faisaient tout rafler tout ce qu'ils pouvaient en campagne et ils le payaient au prix fort. C'était le marché noir, vraiment. Et alors là, les paysans, ben, ils se sont régalés. Hein. Ils se sont fait des lessiveuses de billets. Après, les billets ont changé, ils n'osaient plus les montrer, ils en ont perdu pas mal. Mais enfin, tant pis, ils avaient qu'à donner à manger aux Français de la région et pas aux Lyonnais qui venaient tout rafler. Le beurre, les œufs. Alors moi, ben, je courais les fermes après. Il fallait que je fasse 3 ou 4 fermes pour avoir 2 œufs. Le beurre, c'est pareil, on n'en avait pas beaucoup. Alors maman, elle en avait aussi un petit peu marre de ce système. Et quand il y avait... Les paysans avaient beaucoup de déclarations à faire sur leur cheptel, sur leur surface en blé ancien là. Et à l'époque, ils n'avaient pas été à l'école bien longtemps, la plupart. Et ces papiers, ça les saoulait. Donc ils venaient voir maman, qui était à la mairie, pour qu'elle leur remplisse les papiers. Ah ben combien on vous doit? Eh ben ça fera une demi-livre de beurre. Voilà, donc on avait un peu de beurre. Moi j'ai vu des gens qui venaient en vélo de Lyon, hein, pour pouvoir trouver un petit bout de ravitaillement. Ils étaient vraiment malheureux, les gens en grande ville. Hein. En grande ville, oui. Il fallait faire la queue dans les magasins pour avoir... Et puis, ils faisaient la queue des fois pour arriver à s'entendre dire, ben non, il n'y en a plus. Alors, ça, dans les villes, ils ont été malheureux. Hein. Alors avec une voisine, on allait dans les fossés ramasser l'herbe pour nourrir les lapins. Et une fois, pendant qu'on était en train de ramasser de l'herbe, et on a entendu arriver les avions. Ma voisine m'a poussé dans le fossé. « Couche-toi !» Elle s'est planquée sur moi, parce qu'elle avait peur de cet avion. Qui n'a rien fait, mais enfin, il venait nous faire peur. Il passait en faisant des grands bruits stridents, là, qui faisaient peur. C'était pour ça, d'ailleurs, qu'il le faisait, faire peur. Et là, à cette époque, il y a eu des Allemands qui sont venus, il y a eu toute une équipe d'Allemands qui sont venus à Saint-Bonnet, c'était à côté de Saint-Julien, voilà. Bon, ils se renseignaient hein, partout où il pouvait y avoir des jeunes. Hein. Mais je peux vous dire qu'une chose que j'ai eu très peur, parce que mon papa était dans l'agriculture, et on fauchait, c'était au mois de juin, on fauchait pour les foins. Et bon, vous ne savez pas ce que c'était qu'une ancienne faucheuse, certainement pas, au jour d'aujourd'hui. Hein. Mais bon, elle était une ancienne faucheuse, et il y avait une lame comme ça qui coulait, et il y avait, c'était un cheval ou des bœufs qui l'emmenait. Et moi je menais les bœufs. Et j'avais une grande baguette. On appelait ça, dans le patois, une zise. Hein? Et là, j'étais pour diriger ou à droite ou à gauche. Hein? D'un coup, il y a un avion qui a piqué, mais piqué sur l'eau comme ça. Hein. Mon père me dit, couche-toi, couche-toi, couche-toi. Lui, je sais pas, les bœufs sont partis. Ils sont allés se mettre dans une haie, la tête complètement empilée dans la haie. Et là, on a eu peur. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Je ne saurais jamais, on ne saura jamais. Est-ce que c'est cette grande baguette
qui ont pris pour un émetteur ou quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne saura jamais. Mais la peur, on l'a eu, hein. On l'a eu, hein. Alors là, c'est un souvenir. Et pour vous dire aussi, j'avais ma grand-mère qui habitait Champilly. C'est un petit village à côté de Marcigny. Donc mon père était allé voir sa maman qui était malade. Et il revenait, et comme il y avait le couvre-feu, il revenait un peu tard. Et en traversant les bois de ce mur embryonné, là, il y a eu des coups de feu. Hein, qui ne l'ont pas touché, mais des coups de feu. Donc, il a eu très peur. Mais ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un dans les bois. Hein. Alors, voilà. Bon. C'était une période où on vivait, où on avait peur et on n'osait pas se parler des uns aux autres parce qu'on ne savait pas ce qu'ils pensaient, on ne savait... Ah non, personne ne disait rien. Et puis bien sûr, pendant la guerre, il y a du moment où j'ai eu peur à certains événements. Ça a commencé le 10 mai 40, les Allemands ont fait l'offensive contre la France en venant par la Belgique et la Hollande. Et le 10 mai, au soir, on était couchés, on a entendu un grand bruit, c'était un avion, et puis le bruit a diminué, et puis il est revenu, et puis il a rediminué, et puis il est revenu. C'était un bombardier italien qui venait sans doute bombarder l'arsenal de Rouen, qui faisait des armes, et qui a été accueilli par la DCA. Et comme il était pas mal trouillard, plutôt que de remplir sa mission, il est rentré en Italie, et en partant, il a lâché ses bombes n'importe où. Il en est tombé 3 à Mars, qui n'ont pas fait de dégâts heureusement, mais ça a fait un vacarme, et on a eu peur. Ma mère surtout, qui a dit « Oh, mes pauvres enfants !» et nous voyait déjà morts. Et mon père lui a dit « Tu ne savais pas ce qui avait fait la guerre 14-18, tu ne savais pas ce que c'était que la guerre, et bien tu en as eu une petite idée. » Elles sont tombées où ces bombes? En montant Coinzier, il y avait un meunier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un moulin. Et alors, il y a une bombe qui est tombée juste au-dessus, ça a fait un trou dans un poteau en ciment. Il y en a une qui est tombée un peu plus haut en filant sur Arsinge, pas loin d'Arsinge. Et puis il y en a une qui est tombée avant le meunier là-dedans, un petit bois. Elle n'a pas éclaté, je l'ai vue en me promenant à la chasse. Et alors, elle était là, elle traînait Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle est devenue cette bombe après? Je sais pas, il est peut-être toujours. Alors, on ne parlait pas beaucoup de politique dans ces petits villages. Tout le monde se connaissait, mais chacun avait peur. Après, on ne sait pas. Le maire n'a jamais dénoncé personne. Je ne veux pas dire qu'il était collabo à ce point, mais enfin, il ne s'agissait pas de faire des choses en dehors de l'ordre établi. Alors, quand maman a voulu faire naître des jumeaux dans la famille pour que mon père revienne plus tôt de prisonnier, les pères de familles nombreuses, 4 enfants, étaient libérés. Alors elle a traficoté à la mairie aussi pour faire naître des jumeaux. Elle a fait correspondre ça à la date d'une permission de mon père. Et alors elle a fait naître des jumeaux. Elle s'est servie de la photo des jumeaux, voilà. Elle ne l'a pas mis vraiment sur le livret de famille, ni sur le registre d'état civil. Elle avait fait ça sur des feuilles séparées. Ça, c'est ce qu'elle a gardé pour elle. Elle a envoyé un autre machin, mais elle avait mis tous les signés pour le maire, et mis les tampons de la mairie. Donc c'était très officiel. Et on avait un petit frère qui se prénommait Daniel Jean, et un autre qui se prénommait Robert Gérard, et qui était né le 27 décembre 1940. Alors après, elle les a fait décéder, évidemment, puisqu'elle ne voulait pas les garder comme ça, mais enfin, elle a fait ça en dehors du registre officiel, quoi,
pour pas que le maire mette son nez dedans. Alors, elle voulait bien sûr avertir mon père qu'elle essayait, donc elle a pris une photo de ma sœur et de moi quand on était toutes petites, comme bien sûr le registre là-bas, et elle a dit, bon ben il va peut-être mal les reconnaître, mais enfin elle a commencé à lui dire, ben voilà, les jumeaux sont nés, je t'envoie leurs photos. Mon père, quand il a reçu ça, mais il était abasourdi, mais jamais elle m'a dit qu'elle attendait des jumeaux. Mais je comprends rien. Et il y avait un de ses copains, prisonnier avec lui, qui lui a dit, mais vous êtes en zone non occupée? Ben oui. Donc c'était toute l'administration française, il n'y avait pas la commandanture et tous les officiers allemands qui venaient surveiller. Donc il lui a dit, mais tu ne crois pas qu'elle a traficoté ça? Regarde bien. Elle a dit, peut-être bien, oui, ces photos, je sais peut-être déjà vu. Enfin, il n'a pas su ce que c'était au départ, il a vraiment été stupéfait. Et puis après, bon ben, il a compris quand même que c'était pas vrai. Mais alors là, au début, il était abasourdi d'avoir des jumeaux. Enfin, ça l'a fait quand même revenir un an plus tôt. Pendant la guerre, on voyait passer des avions, on voyait des Allemands à moto souvent, mais enfin pas trop dans le domaine. J'ai été de ce côté-là. Si, alors le directeur nous rassemblait tous, quelquefois pour nous dire, tenez, il y a un discours qui est intéressant. C'était l'époque où beaucoup de gens ne savaient pas bien où ils étaient. Pétain était là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et rapidement, on s'est rendu compte que bon, c'était pas, il fallait pas le suivre, quoi, parce qu'autrement tout était fichu. Mais enfin, il nous tenait au courant de toutes ces choses-là. Je suis née à Arnaison, maman était d'Arnaison, ma grand-mère habitait Arnaison, on allait en vacances à Arnaison. Et là, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses sur Arnaison. C'était la porte avancée du maquis des Noé. Il y avait des gens au maquis dans toutes les forêts des Noé. Là-bas, c'était super. Ils venaient se ravitailler dans les petits pays, mais ils venaient jusqu'à Arnaison. Ma tante tenait un hôtel-restaurant à la sortie de Renaison sur la route des Noé, et ils arrivaient là, elle les servait, elle leur donnait à manger ce qu'elle avait, mais enfin bon, on se débrouillait aussi pour avoir un petit peu de quelque chose à manger, et elle les ravitaillait un peu autant qu'elle pouvait. Et là donc, son fils avait 18 ans à l'époque, elle avait une fille un peu plus âgée, et son fils de 18 ans, on n'a pas su exactement comment ça s'était passé, mais enfin on a supposé qu'il avait un copain de son âge et tous les deux ils se battaient un peu pour une fille. Et alors on a pensé que ce copain est allé le dénoncer, comme quoi il faisait du trafic avec le maquis, et il a été envoyé en déportation, et il est mort quelques mois après à Dachau, il a attrapé le typhus et il est mort en déportation. J'étais en Allemagne. Je fais la nuit de 3 au 4 juin, j'ai embarqué au sud de Dunkerque et j'étais prisonnier à Zuidcote, au nord de Dunkerque. J'ai fait toute la journée, toute la journée en mer. J'ai même trouvé un bateau anglais qui ne nous a pas pris. Il avait peut-être chaviré. J'ai joué le théâtre dans le procès de Marie Dubord. On se promenait dans ce camp. On se promenait à longueur de journée. J'avais un très bon copain qui est décédé actuellement. C'est la seule distraction. On a un réfugié lorrain qui est venu à Mars, qui a resté un certain nombre de mois, même d'années, et puis qui est parti sur Rouen, où il a formé un groupe de résistants qui ont cherché à embêter les Allemands, bien sûr. Et un jour, ce résistant est venu festoyer à Mars dans une maison amie, et le lendemain, les Allemands, avertis je ne sais comment, on ne l'a jamais su, sont venus, ont entouré la maison où avait eu lieu le festin,
pour essayer de cueillir notre résistant, mais bien sûr il était reparti, et alors ils sont partis en emmenant 2 hommes et une femme. Ils se sont arrêtés juste en haut de ma maison, c'était là en bas, une maison en contrebas. Ils se sont arrêtés vers la ferme un peu plus loin, et on s'est demandé ce qu'ils voulaient, et on a eu peur. Et au bout d'un moment, ils sont repartis. En fait, c'était la dame qui avait pris mal au cœur, et ils sont arrêtés, ils l'ont ranimé, puis ils sont partis après. Ce n'étaient pas des SS, c'était des Allemands de la Wehrmacht qui avaient quand même du cœur. Ils n'ont pas gardé les 3 personnes. Bien vite, ils ont relâché un monsieur et la dame, mais ils ont gardé celui qui avait accueilli le résistant. Ils l'ont emmené en Allemagne et il est parvenu. Il y a eu l'appel du général de Gaulle le 18 juin, donc ceux qui voulaient rejoindre Londres, les maquis se formaient là. Hein. Et puis après, bon, ben, il y a eu tous ces jeunes qui se cachaient. Et qui étaient, bon, petit à petit, les Allemands ont envahi. Parce qu'ils savaient quand même qu'il y avait quelque chose qui se montait, tous ces jeunes se cachaient. Hein. Donc ils ont envahi la France entière. Hein. Et là, il y a eu des gens, vous savez, c'était très très troublé. Hein. Il y a eu des gens qui dénonçaient les personnes, il y avait des Français qui s'étaient alliés avec les Allemands, qui renseignaient les Allemands, hein, et que si par exemple ces jeunes se cachaient, ils arrivaient à être dénoncés. Alors là, vous savez, il n'y avait pas de pardon. Hein. Si les Allemands allaient les trouver, ils étaient fusillés. Et là, moi, j'ai connu un jeune de Saint-Julien et un autre de Ligny qui ont été fusillés. Et je me souviens, le jour de leur enterrement, à Saint-Julien, l'église, le cimetière entoure l'église. Mais il y a quand même une grande allée qui va de l'église à la vôtre, quoi. Et là, il y avait beaucoup de monde qui était debout dans cette allée. Et il y avait les obsèques du jeune de Ligny en même temps. Et il y avait un avion qui tournait. Vous savez, c'était silence, hein. Il y avait le maquis qui s'était instauré de plus en plus. Et là, il y avait les parachutages pour les armes pour alimenter le maquis, quoi. Maquis. Il y avait vraiment de la résistance. Mais le moulin, c'est le moulin. Elle était très bien organisée. Hein. Est-ce que vous leur avez donné des coups de main? Oui, bien sûr, de temps en temps. On leur donnait les sentiments, les données générales. Quand c'était occupé, j'étais arrêté par les Allemands 2-3 fois de suite. C'était grave, c'était grave. Ils m'avaient relâché, surpouillé. Ils n'aimaient pas ça. Hein, j'étais arrêté 2-3 fois parce qu'ils demandaient où étaient les résistants. Mais je ne les dénonçais pas. On prenait ça sous son bonnet. On était arrêtés
par le maquis et puis par les Allemands. Alors il fallait maintenir un peu son langage. C'était pas commode, c'était pas commode. Est-ce que vous vous souvenez de les avoir vus passer à Charlieu, les Allemands, ou pas? Bien sûr, souvent. Je les voyais sur la route, et puis le maquis qui nous arrêtait sur Saint-Denis, là. Il était tous les samedis. Est-ce que vous aviez peur quand vous les voyiez? Non. On avait tellement vu. Non, pas tellement peur. Est-ce que vous écoutiez De Gaulle sur la radio? Ah oui, bien sûr. Il y avait des émissions étrangères, il y avait radio longue. C'est surtout la guerre. On s'était informé des événements au jour le jour. Vous l'écoutiez, vous? Oh ben, le 6 juin Et 44. puis mon père, c'est pareil, il mettait le poste fort, il était la fenêtre ouverte, ça s'entendait partout dans la rue. Oh. Eh oui, on entendait, oui, le 6 juin 44, toute la journée au poste anglais qui était brouillé encore, qu'on ne comprenait pas. Il y avait la TSF, à ce moment-là, c'était la TSF. Et mon père allait, moi j'étais trop jeune, mais mon père allait chez un ami entendre ce TSF. Et c'était, je ne pourrais pas vous dire les jours de la semaine, je ne m'en souviens pas, mais c'était ici Londres. Les Français parlent au français. Et il y avait un code. Ce code, ça pouvait être n'importe comment. Les petits oiseaux chantent ou les enfants. Mais les gens, parce que bon, ils parachutaient des armes, mais il y avait quand même toute une équipe pour recevoir. Donc, les gens qui entendaient ça savaient que dans tel lieu, il y allait avoir un parachutage. Donc, il y avait toute une équipe pour les recevoir. Bien sûr, pour l'avion, il fallait quand même savoir où elle se pose. Et puis donc, il y avait quelqu'un pour récupérer les armes, quoi. C'était quoi cette histoire avec l'anglais chez vous, M. Eh ben, en janvier 44, ils ont décrété que tous les sujets anglais qui vivaient en France soient mis dans des camps. Il est venu chez nous et moi, j'avais un oncle qui avait une scierie il l'avait fait affecter à une coupe de bois. Et puis on a été vendus parce que on avait tellement de copains qui n'avaient pas de carte d'identité, qui n'avaient pas de carte de pain. Il y avait un copain qui était de mon âge, qui était instituteur. Il n'est pas parti en Allemagne, il s'est caché chez ses futurs beaux-parents, qui étaient cantonniers sur le canal, ils n'avaient pas des grosses situations. Hein. Et donc quand vous avez été dénoncé avec l'anglais, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé, il y avait tellement de monde à la maison, on était 6 d'enfants. Et puis il y avait encore ma grand-mère qui était toujours là-bas. Alors on est arrivé à faire dire à l'anglais de ne pas rentrer. Il avait mon vélo même pour lui. De ne pas rentrer, il n'est pas rentré. Et puis ils ont dit tant qu'on n'aura pas, on ne partira pas. Alors la grand-mère est arrivée à faire partir un de mes frères qui avait 13 ans à l'époque, à peu près, par derrière. Et puis l'anglais est venu, ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, ils ont dit, on est de parole maintenant qu'il est là, on vous laisse tranquille, vous pouvez manger. On avait appétit, tiens. Ils nous a mis contre le mur avec la mitraillette et le revolver, mon frère et moi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est contre un mur avec la mitraillette? On ne pense pas à grand-chose. Hein. Vous aviez peur? Oui. À la cuisine chez nous, il y avait une porte
On avait mis une carte du front russe avec des punaises, toutes les villes qu'ils avaient pris, et puis un fil rouge et puis toutes les villes qui perdaient, on laissait la punaise, et on enlevait le fil. Mes parents de pareil. Il y en a un qui est allé voir, qui a regardé. On a dit, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien dit. Est-ce que vous aviez connaissance du sort qui était réservé aux Juifs? Ah oui, quand même, oui. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et puis alors, il faut vous dire que l'information, elle venait pas comme aujourd'hui, il y a quelque chose, ça y est, mais nous, c'était quand même long à venir. Hein. Mais oui, bien sûr qu'on a eu connaissance, hein, parce que les enfants juifs qui étaient cachés. Et pour les Juifs qui habitaient en haut, qui avaient été cachés, c'était des gens de Mars aussi? Pendant la guerre, on avait le maire de Charlieu. Et à la fin de la guerre, avant la fin de la guerre, il avait fait venir tout un tas de Juifs. Là, juste là en haut, où vous étiez arrêtés, eh bien, au-dessus, il y avait une grande maison qui a été démolie. Il y en avait une petite qui était inhabitable, qu'on nous a demandé, nous, les maçons plâtriers, d'aller remettre en état. Et ils sont restés là assez longtemps et ils étaient à l'abri des Allemands. Alors là, c'est le maire de Charlieu. Oui, il y avait une maison ici, qui venait ici se détendre et qui, connaissant Mars, a amené plusieurs familles juives pour qu'elles ne soient pas repérées par les Allemands. Et donc là, vous saviez que c'était des personnes juives? Ah ben bien sûr. Tout le monde le savait? Tous ceux du quartier le savaient. Et ils n'ont pas été dénoncés? Ah ben non. Et ils étaient nombreux? Oh ben oui. Je sais pas vous dire, je me rends pas bien compte. Mais quand on a eu réparé la petite maison, je suis allé porter la clé derrière la maison du coin, là, entre les deux maisons, celle qui est démolie et celle qui est au bord de la route. Et là, il y avait une bande de femmes qui étaient en bikini sur des chaises longues. J'ai même été très étonné, je n'avais jamais vu une femme en bikini. Et j'ai remis la clé, mais je ne sais pas comment vous dire, mais je vous dirais peut-être une bêtise, mais il y avait 7, 8, 10 femmes. Alors donc, il y avait encore des hommes. Il pouvait y avoir une quinzaine de personnes. Et quel était votre regard par rapport à eux? Est-ce que vous saviez, alors pas l'extermination, mais en tout cas, est-ce que vous saviez qu'ils étaient déportés, si jamais ils se faisaient arrêter? Qu'est-ce qu'on savait ici, quand on avait 14 ans? Je savais, puisqu'on a compris pourquoi le maire de Charlieu les avait amenés ici, mais on n'avait aucune idée de ce qui se passait exactement. Des hommes, on peut dire, héroïques. Je parlais tout à l'heure du père Colmer, qui était le directeur, ainsi que son adjoint, le père Delafosse. Ils ont décidé, parce qu'on leur avait demandé, de prendre des jeunes juifs et de les camoufler à Ressin. Et là, ils ont pris ça au péril de leur vie et de celle de l'école. Parce que, si vous voulez, il y a eu donc, le 18 mai 1944, oui c'est ça, à Ressin, la cloche qui a sonné à 5h30 du matin, la stupéfaction des élèves, ils découvrent que Ressin est cerné par les Allemands, la descente sans ménagement depuis les dortoirs du château et les jeunes alignés devant la clôture qui se trouve en face du château. L'attente, l'angoisse,
jusqu'au moment où contrôle le carte d'identité. Tous les élèves étaient tous en carré, une ligne, une deuxième, une troisième. Et alors, à un moment donné, le numéro 7, le septième interviewé, bien t'asseoir. Oui. Il se présente donc Karcher. Karcher était le chef suprême de la Gestapo à Rouen. Alors, il décline son identité et M. Karcher l'examine et affirme « Ta carte d'identité fausse ». Le jeune garçon qui avait 14 ans. En un éclair, Jean-Jacques réagit. Que peut-il y arriver de pire? Puisqu'il avait appris ces derniers jours la déportation de ses parents. Et lui, il était là, et il était devant ce Karcher qui disait que sa carte d'identité était fausse. Il faut éviter à tout prix qu'il soit découvert pour lui-même et pour tout le monde, pour toute l'école. Et à ce moment-là, lui dit, il fait front avec lui, et à la fois naturel et très en colère, il crie sur Karcher, « Mais cette carte n'est pas fausse! Vous pouvez vérifier !» Ils ont examiné cette carte pendant 3 minutes. Vous vous rendez compte que l'ensemble des gamins qui étaient là, ainsi que tous les professeurs, dans quelle angoisse ils étaient. S'ils découvrent qu'il y avait un juif, si ça se trouve, tout brûlait. C'était ce qui s'est passé à Oradour, en fin de compte. Voilà. Ce garçon s'appelait, il était appelé Jean-Jacques Berthier. Pour nous, c'était Jean-Jacques Berthier. Mais il s'appelait Israël Avidor. Voilà. Et donc il est revenu, bien entendu, après. Et ils ont continué aussi là. Et alors, il y en avait donc un autre juif. Dans le même temps, Gabriel d'Amboise, c'était un élève là-bas, il remarque qu'un de ses copains, Claude Haim, qui après avoir passé le contrôle, a l'air de se trouver mal. Il était en train de s'évanouir. Discrètement, il l'a soutenu sur l'arrière. Si les Allemands s'en étaient rendus compte, alors là, ça refoutait tout en l'air. Donc là, le deuxième a bien passé également. Et là, finalement, c'est après, on vous a expliqué ce qui s'était passé? Non. Non. Non, il fallait pas. Il fallait rester encore dans l'incognito. Et alors après, donc les Allemands ont emmené le père Colmer, le directeur, son adjoint, le père Delafosse, qui est devenu directeur après, plus Berland, qui était un surveillant, et puis un quatrième dont je ne me souviens plus le nom. Et ils ont été donc emmenés à la commandature à Rouen. Et au bout de 2 jours, ils les ont lâchés, étant donné qu'ils n'ont rien trouvé. Donc silence total sur tout ça. Et la vie a continué normalement. Donc si les Allemands sont venus, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des Juifs cachés? Ah, il y avait des suspicions. Et puis, ils pensaient qu'à Ressin, il y avait des quantités d'armes qui étaient camouflées. C'était faux, ça c'était faux. Mais vrai, est-ce qu'ils savaient? C'était difficile. Ils soupçonnaient. Et c'est pour ça qu'ils sont venus, quoi. Vous l'avez appris quand, du coup? C'était tout de suite au lendemain de la guerre ou bien plus tard? Certains l'ont appris tout de suite à la fin de la guerre. Mais pour la grande majorité, ça a été au moment où, officiellement, il y a eu donc... on savait qu'il y avait des Juifs cachés, mais officiellement, lorsqu'il y a eu cette réception pour la pose de la plaque, là, hein, oui, voilà, c'est ça, voilà. C'est ça.
pour la pose de la plaque. Oui. Et là, il y a eu donc une reconnaissance effective, et notamment avec l'intervention de Daniel Moyal, qui est la personne qui s'occupe un peu de l'ensemble des Juifs de la région. Je ne sais pas s'il vit toujours, je ne sais pas. Mais enfin, c'est à ce moment-là qu'on l'a su véritablement, quoi. Et Ressin a été honoré, et notamment d'une façon posthume. Le père Colmer et le père de la Fosse étant décédés, mais enfin, il y a eu donc cette reconnaissance officielle. Et pour eux, et pour l'école. Et là, à cette époque, il y a eu des Allemands qui sont venus. Il y a eu toute une équipe d'Allemands qui sont venus à Saint-Bonnet, c'était à côté de Saint-Julien. Voilà. Bon, ils se renseignaient partout où il pouvait y avoir des jeunes. Hein. Mais la milice, c'était des gens qui renseignaient les Allemands. Et qu'ils étaient bien placés, parce qu'ils étaient placés dans le pays. Donc, fallait surtout pas parler. Hein, même le peu qu'on pouvait dire, donc fallait savoir à qui. Hein. Les Allemands se ravitaillaient, quoi, bien sûr. Hein. Et vous savez jamais à qui vous parlez. Voilà. C'était une période très, très, très dure quand même, très dure. Et donc ces jeunes, ils se cachaient où? Vous saviez, vous, qui se cachaient? Dans les fermes. Hein? Dans les fermes. Et alors là, il y a eu un jeune, que je vous racontais, que je vous disais tout à l'heure, l'enterrement, c'était quand même au début. Mais après, ils sont devenus de plus en plus méchants. Les jeunes qui se cachaient, qui étaient pris, qui se cachaient, donc ils étaient la plupart du temps fusillés, et les gens qui les cachaient étaient emmenés en déportation, et on brûlait la ferme. Hein. Ah oui, oui. Oui, là, ça a été quand même dur. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les miliciens? Est-ce qu'il y avait des miliciens? À Ygrande surtout? À Ygrande, il y en avait. Alors ils avaient un brassard noir, quelle était leur action des miliciens? Oh non, ils n'avaient rien de... C'est-à-dire, je sais pas, on voit à la télé, on voit des communes, des régiments de miliciens. Hein, pas des régiments, mais non, ils étaient de la milice, mais sans tenue. Ça avait fallu peut-être que... Faut dire que leur père était pétiniste, alors ces gars-là, ils avaient 20 ans. 22, 23. Et eux, ils faisaient du mal? Hein? Ils faisaient du mal? Oh, oui. Ils auraient vendu les gens, quoi. Le Arnaison, oui, ça a été net. Ils avaient d'ailleurs ramassé tous les hommes d'Arnaison. Ça a été vraiment, c'est vrai que ça s'est très mal passé à Arnaison parce qu'ils étaient trop auprès des maquis et c'est vrai qu'ils ravitaillaient beaucoup le maquis, heureusement. Ils avaient même besoin de manger aussi. Et donc là, ils avaient, je me souviens, ramassé tous les hommes qu'ils avaient trouvés dans Arnaison. C'était plutôt des gens âgés parce que les jeunes, ils étaient soit prisonniers, soit dans le maquis, soit à la guerre. Et ils les avaient parqués sur la place de l'église et ils avaient menacé de fusiller tout ce monde si on leur disait pas, je sais plus moi, qui avait ravitaillé le maquis, qui était dans le maquis, tout ça. Finalement, il y avait mon oncle, donc son fils était en déportation, lui il était aligné avec d'autres là-bas. Finalement, ils ont tué personne, mais ça a été moins une. Est-ce que vous avez des copains qui ont été déportés? Oh, ben des copains, des gens, j'ai connu des gens, oui, à Ygrande. Il y a un copain qui a été déporté, je l'ai connu qu'après quand il est revenu. Il faisait 37 kilos. Voilà, et à la fin de la guerre, pratiquement à la fin, quand les Allemands sentaient que ça
vraiment que ça tournait mal pour eux. Ils essayaient de faire le plus de mal possible avant de partir. Et il y avait un certain Karcher, là, sur Roanne, qui est monté voir ma tante. On sait que vous ravitaillez le maquis, etc. Bon, et bien, mais on va faire... je vous donne... elle avait des locataires permanents, parce qu'elle faisait hôtel, mais enfin, c'était surtout... il n'y avait pas tellement de passage. Des locataires permanents. Et je donne un quart d'heure à vos locataires pour déménager, et après, on met le feu à votre hôtel. Ma tante a répondu, ben dépêchez-vous, parce que bientôt on ira en faire autant chez vous. Ça lui a valu une bonne claque, enfin elle l'avait dit. Mais enfin l'hôtel a brûlé. Avec un autre en bas aussi, à l'arrivée de la route de Roanne, ils ont brûlé deux hôtels. Et malheur, l'hôtel de ma tante était seul, donc il a brûlé. Et l'hôtel en bas était attenant à des maisons qui ont commencé de brûler aussi. Ça a fait, il fallait surtout pas faire venir les pompiers, bien entendu. Et puis il y a eu le massacre de Saint-Yan. Ça a été terrible. Il y a eu, je ne sais pas combien de personnes là, qui ont été massacrées dans des conditions, c'était les nazis là, dans des conditions horribles, horribles. Vous pouvez nous raconter? Comment? Vous pouvez nous raconter? Ben, c'est des gens qui revenaient et qui avaient passé qui étaient passés de l'autre côté de la période de débarcation, quoi. Et ils revenaient, ils revenaient d'où, je ne sais pas. Mais il y a eu un massacre de au moins peut-être 15-20 personnes là. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait certainement quelque chose qui s'était passé dans le pays. Est-ce que il y avait eu, parce que vous savez, le maquis, les Allemands, s'ils pouvaient les prendre, hein, ils ne se gênaient pas non plus. Et ils faisaient sauter, comme les ponts de la Loire, les sauter, les chemins de fer, il y avait des... voilà. Qu'est-ce qui s'était passé, on ne sait pas. Mais alors là, quand il y avait un coup dur comme ça qui s'était passé, il y avait des grosses représailles. Hein. Il y avait des grosses représailles. Et ils prenaient, bon, n'importe quoi, hein. Alors là, ça s'était trouvé des gens qui venaient de l'autre côté, et les ont arrêtés, mais c'était dans des conditions horribles. Horribles.